bonsoir à tous. Donc, mon nom est Oussama Ammar, je suis l'un des 3 cofondateurs de The Family. Et donc, je passe après Nicolas pour vous expliquer ce qu'est un barbare. Déjà, première chose, pourquoi les barbares? C'est une expression qui nous vient pour 2 raisons. La première raison, c'est que c'est ouvertement provocateur. Et qu'à The Family, on aime bien être provocateur. Cette expression a le mérite au moins de poser la chose dans un paradigme historique qu'on connaît bien, celui d'un empire qui décroît, et parce qu'il n'a pas compris la transformation de son monde. Et barbare aussi, parce que quelque part, appeler l'autre barbare, c'est aussi lui retirer le qualificatif de citoyen, d'humain. C'est ce qu'on ne comprend pas, c'est celui qui ne parle pas le grec à l'origine, le barbare. Et donc, c'est en fait montrer que ce n'est pas simplement un décalage de compréhension intellectuelle, mais c'est aussi, avant tout, un gouffre paradigmatique. Gouffre parce que quelque part, ce qui se passe chez ces fameux barbares, alors principalement de la Silicon Valley, mais une institution comme The Family prouve que les barbares maintenant sont partout, c'est que quelque part, les codes et les volontés et la culture de ces barbares sont très 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 peu compréhensibles à l'intérieur de l'Empire. Alors, pourquoi les barbares, donc tous ces gens qui veulent disrupter et qui ont comme vocation de créer des entreprises de zéro, s'intéressent à l'éducation? Alors il y a 2 raisons. La première, c'est une raison business. On le voit sur cette couverture, le fondateur de Khan Academy, l'un des sites internet ayant la plus forte croissance aujourd'hui dans l'éducation. Le titre est assez explicite, The Trillion Opportunity. Donc au début, on cherchait des marchés à 100 millions dans le web. Après, on a cherché des marchés à milliards. Maintenant, vraiment, le milliard, c'est trop facile. Il faut s'attaquer au marché à trillions de dollars. Ça montre l'ampleur du phénomène et ça montre surtout que pour la première fois dans l'histoire, des entreprises pensent pouvoir avoir l'échelle de servir mondialement et de façon unifiée une fonction qui jusqu'à présent était très locale. Et ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre sur les barbares, c'est cette vocation d'unification et cette vocation à aller conquérir de façon très unifiée, de façon très militaire, de façon très systématique, des marchés très, 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 très grands. La deuxième chose, c'est que s'il existe un barbare devant l'éternel, j'ai envie de dire, c'est Steve Jobs. Steve Jobs, fondateur d'Apple. Et Steve Jobs a une caractéristique qui est partagée par beaucoup de barbares, qui est partagée d'ailleurs par moi. C'est pour ça que le premier sujet m'est si personnel, l'éducation. J'ai souffert tellement longtemps à l'école et avec tellement de rage que Steve Jobs a cette caractéristique de n'être diplômé de nulle part, d'avoir quitté l'école à une époque où ce n'était pas la mode de quitter l'école. Un peu plus facile aujourd'hui. Et d'ailleurs, on y reviendra, on va se poser la question, comment on a pu passer d'un monde où des gens comme par exemple ma maman rêvaient de m'envoyer à l'école à un monde où n'importe quelle personne très compétente aujourd'hui rêve de quitter l'école le plus rapidement possible. Et Steve Jobs a une caractéristique, c'est qu'il a fait le discours le plus regardé sur YouTube qui n'ait jamais été fait devant une université. Et ce discours est intéressant pour 3 raisons. La première raison, c'est que le système essaie de se réapproprier quelqu'un qui est profondément en dehors du système. Stanford l'invite avec l'ensemble des honneurs et le met sur scène. Et la première chose qu'il explique sur scène, c'est qu'il n'a jamais fait Stanford et il souhaite à personne de faire Stanford, même si ces pauvres malheureux en face de lui commencent leur première journée d'école à Stanford. La deuxième chose qui est très intéressante dans ce discours, c'est que l'une des grandes parties de ce discours, c'est sur pourquoi moi, Steve Jobs, j'ai arrêté l'école et pourquoi ça a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il explique que avoir arrêté l'université, la sortie finalement du carcan de l'éducation classique, et l'a fait rentrer dans le savoir pour le savoir, et il a pu assister à tous les cours auxquels il ne pouvait pas assister. Donc il a quitté l'université finalement sans la quitter, pour y plonger plus profondément et apprendre des choses qui vont le marquer toute sa vie. Cette détestation des barbares pour l'école, et je parle vraiment de détestation, n'est pas un problème avec l'éducation, n'est pas un problème avec le savoir. Au contraire, l'économie numérique a une passion pour le savoir, a une passion pour l'intelligence. C'est plutôt un problème avec comment cette information est structurée et transmise aux plus jeunes générations et comment elle est faite. Alors, on peut reconnaître quelque chose ensemble, c'est que la première vague barbare dans l'histoire de l'éducation
a été une sorte de révolution mothétique. Pourquoi? Parce qu'on a pris tout ce qui faisait l'ancien monde et on l'a numérisé. Je pense que le concept le plus amusant étant le manuel scolaire numérique qui a fait rêver tant de personnes. L'idée qu'au lieu que ces pauvres chérubins portent des cartables très lourds, ils porteront un iPad qui sera rempli des mêmes livres qu'il y a 20 ans, mais rien ne changera, ce sera les mêmes livres, les mêmes prix et les mêmes éditeurs. Cette transition ne s'est pas tout à fait passée comme ça, même si au début, un certain nombre d'acteurs ont donné l'illusion qu'elle allait se passer comme ça. Mais le Big Bang dans l'économie numérique et dans l'éducation, ça a été aussi un grand raté en termes d'intégration par les institutions des outils modernes. Alors voilà un screenshot. Alors je vous le dis entre nous, hein, c'est Académie de Paris. Quelqu'un fait ça dans The Family, il ne remet plus jamais un pied ici. Hein. On ne fait pas des interfaces comme ça. Et je vous le dis très honnêtement, il y a un gouffre dans ce monde entre les gens qui maîtrisent le numérique et les autres. Ce gouffre, il est le même que quand les maths ont dû naître, il est le même que quand on parle une langue ou qu'on ne la parle pas. Il est choquant. C'est-à-dire que vous pouvez trouver cette interface tout à fait acceptable. Ici, à The Family, on trouve cette interface insupportable, scandaleuse. Pouvoir mettre des gens et des utilisateurs dans un logiciel comme ça. Par exemple, moi, je reçois les notes de mon neveu sur ProClass tous les trimestres. J'ai arrêté de regarder les notes de mon neveu. C'est-à-dire que simplement comprendre où on rentre le mot de passe, etc. C'est tellement éloigné de l'expérience courante qu'on a des outils du numérique lorsqu'on est baigné dedans, que simplement l'investissement et l'effort que ces outils nécessitent, alors qu'ils devraient être l'inverse, font qu'on n'a pas envie de les faire. Et ça montre en fait que le système en place est resté loin en fait de la révolution numérique, même lorsqu'elle a adopté les outils à grand prix avec des SS2I qui ont dû facturer ça très très cher. Elles n'ont jamais réussi à prendre la révolution pour ce qu'elle était, c'est-à-dire une révolution d'usage, et non pas simplement un point technique qu'on adoptait pour complexifier la vie des utilisateurs. Je ne vous lis même pas ce qui a marqué en petit qui explique que ça marche que sous Internet Explorer, parce que c'est la blague. Et alors, pendant IE6, pendant ce temps-là, l'école a en plus essayé de garder dehors cet ennemi insupportable, cette frivolité et tout ce qui constituait tout ce qui était contre le paradigme d'éducation. Alors le cas de l'interdiction de YouTube dans la plupart des écoles est quand même intéressant. J'aimerais vous faire réfléchir là-dessus. Aujourd'hui, YouTube est sans doute de loin le plus grand provider, le plus grand fournisseur de vidéos d'éducation dans ce monde. Et dans ce monde, il y a deux types d'enfants. Il y a les enfants qui n'ont pas la chance d'avoir de système scolaire et qui donc ont YouTube et consomment YouTube de façon extrêmement intensive. Si vous regardez le pourcentage de vidéos d'éducation consommées par des enfants vivant dans les pays émergents, comparé au pourcentage de vidéos éducatives consommées par les enfants vivant dans des pays développés, le gouffre est énorme. Pourquoi? Parce que nos enfants à nous, ils passent la majorité de leur temps dans une salle de classe à écouter des choses qui les ennuient. Donc dès que ça a de près ou de loin l'apparence ou l'attrait ou la ressemblance de ces choses-là, les gens ils ne veulent plus aller les regarder, ils ne veulent plus apprendre. Alors qu'à l'inverse, dans les pays où malheureusement, pour des raisons d'infrastructure d'État, ces infrastructures manquent, d'un seul coup, ce savoir qui est mis à disposition est un objet de convoitise, un trésor, quelque chose que les enfants s'acharnent. Et c'est vrai dans la majorité des pays du tiers-monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, la connaissance a été banalisée. Laissez-moi juste vous raconter une anecdote. Quand j'étais jeune élève, j'avais un jeu pas très amusant, et je regrette pour mes professeurs, je m'en excuse ce soir, c'était de passer mon temps à les contredire pour faire arrêter la classe. Mais c'était gratuit en fait, il fallait simplement les contredire, jeu d'adolescent un peu idiot. Et récemment, je parlais donc avec un de mes petits-neveux qui a 14 ans, et je lui dis alors, ça se passe bien à l'école? Il me dit oui, on a trouvé un nouveau jeu, ça s'appelle le fact-checking. Je dis qu'est-ce que c'est? Et à chaque fois qu'un prof dit quelque chose, on regarde sur Wikipédia, et s'il a le malheur que ce soit faux, tout le monde applaudit. Qui souhaite encore être prof? Vous imaginez l'angoisse? C'est-à-dire que être prof est devenu être homme politique. Même niveau de stress, pas même niveau d'avantage ni de rémunération. Ça pose des petits problèmes. Et pourquoi? Parce que finalement, ce savoir qui a été sacralisé, qui a été transmis, le maître, vous avez vu, nous on a été obligés de mettre une estrade pour garder un semblant d'autorité. Donc tout ça, forcément, est cassé, agressé, complètement détruit.
Et on leur demande de continuer à passer des heures à écouter des gens essayant de transmettre ce savoir qui, de toute façon, est accessible ailleurs et beaucoup plus facilement. Et alors, cette banalisation du savoir force en fait les barbares à rentrer de plein fouet dans ce marché et fait qu'aujourd'hui, cette image est très parlante des oiseaux qui se libèrent, énormément d'initiatives ont pour vocation de redéfinir même la notion d'éducation et la notion de savoir. Et j'ai envie de dire, on est en train de rentrer dans la seconde génération des barbares attaquant l'éducation. Il ne s'agit plus de donner des outils qui aident l'école à mieux faire son travail, mais il s'agit finalement de remplacer l'école. Le cas le plus fascinant, je pense, et qui va faire écho avec ce que je vous ai dit tout à l'heure dans le tiers-monde, c'est Coursera. Alors juste par petite curiosité, tous ceux qui connaissent Coursera, levez la main. Donc vous voyez, je me demande qui n'a pas levé la main. Coursera a à peine 3 ans. C'est quand même inimaginable d'imaginer que quelque chose atteint 3 ans. Ça part d'une idée bête. Je vais mettre en accès les cours de Stanford, de Yale, de je ne sais pas quoi, à disposition. Et alors, on a la chance de très très bien connaître l'investisseur majoritaire de Coursera, celui qui a financé le plus gros round de l'histoire de Coursera. Alors Coursera, c'est une société qui lève des dizaines de millions de dollars maintenant. Donc on parle d'un acteur extrêmement bien capitalisé, très puissant, qui, pour le premier mois où il a produit du revenu, a dépassé le 1 million d'euros de revenus. Première fois qu'ils ont fait du revenu de leur vie. Je n'ose même pas vous dire aujourd'hui quel est le revenu de Coursera. Comment Coursera gagne sa vie? C'est très simple. Ils font payer des certifications. Et donc les gens payent pour certifier le fait qu'ils aient suivi tel cours sur Coursera et qu'ils ont bien appris leurs leçons et qu'ils sont à la hauteur. Donc redéfinition du diplôme, atomisation de la forme du diplôme et de comment le diplôme se structure. Le diplôme n'est plus ce qu'une autorité décide de vous faire apprendre de façon linéaire avec un certain nombre de prérequis logiques les uns après les autres. Non, le diplôme est ce que vous avez envie de construire en termes de personnalité. Et derrière Coursera, il y a des histoires fascinantes. Alors, 3 faits intéressants qui ne sont pas très publics, donc je suis content de les partager avec vous, mais qui font réfléchir. Première chose, c'est que la majorité des utilisateurs de Coursera a moins de 18 ans. Réfléchissons-y. Aujourd'hui, c'est les cours de Yale, Stanford, Princeton, etc. La majorité des consommateurs ont moins de 18 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une école qui classe les enfants par année de fabrication, en ayant hérité ce système de l'ère de l'usine, de l'ère industrielle, n'arrive pas à comprendre que les enfants ne grandissent pas tous à la même vitesse. Et que l'ensemble des enfants singuliers qui grandissent plus vite que les autres, aujourd'hui, ils trouvent une caisse de résonance globale de construction qui est Coursera. Deuxième fait intéressant dans Coursera, les certifications, elles sont reconnues par qui? Personne. Aujourd'hui, vous faites votre cursus sur Coursera, vous avez la meilleure note au cours d'intelligence artificielle de Stanford, vous avez la meilleure note au cours de maths de Princeton. Vous voulez aller trouver un travail dans une grande entreprise, où qu'elle soit dans le monde, que ce soit américaine, européenne ou asiatique, vous faites valoir ce savoir que vous avez acquis sur Coursera. Qu'est-ce qui se passe? On ne vous prend pas. Coursera a réussi à révolutionner le diplôme, mais pas la vision que les institutions ont eu du diplôme. Qu'est-ce qui se passe? Coursera est en train de devenir la première fabrique d'entrepreneurs au monde. Bah oui, parce qu'à un moment, si les gens sont hautement éduqués, extrêmement compétents, et qu'ils n'arrivent pas à trouver un travail, ils n'ont plus qu'une alternative, c'est d'aller le créer, leur travail. À une époque où ça n'a jamais été aussi facile de créer une entreprise. Coursera est en train de devenir la première fabrique à entrepreneurs. Troisième fait intéressant, le cours mythique de Coursera, c'est le cours de Computer Science 101, qui est un cours en fait, d'intelligence artificielle qui a été donné à Stanford à quelques dizaines d'étudiants par an. Ce cours, il a une caractéristique. Quand vous êtes à Stanford, plus de 60% des élèves passent au rattrapage. Parce que le QCM est très dur et rempli de pièges, et il faut travailler très dur. Et donc la plupart des étudiants ont ce cours à la seconde fois. Ce cours a donc mauvaise réputation à Stanford. Parce que quand même, vous n'êtes pas à Stanford pour travailler très dur. Ça se saurait, les grandes écoles ne sont pas faites pour ça. Et donc si vous voulez avoir du temps pour socialiser, vous évitez le cours du vendredi matin, Computer Science. Sur Coursera, le taux d'admis en certification des gens qui passent l'ensemble des cours et qui vont jusqu'au bout, alors effectivement c'est un peu biaisé parce que la majorité des gens abandonnent au milieu, mais si vous prenez ce petit groupe de gens qui va jusqu'au bout, le taux de gens qui réussissent leur certification, qui est la même que celle que les élèves passent en classe, est de plus de 80%.
Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que d'un seul coup, vous avez un groupe de gens qui est tellement dans une vocation d'acquérir du savoir de haut niveau que leur niveau de travail et leur niveau d'expertise est bien plus important que les gens qui ont la chance de recevoir le fait d'être dans une école prestigieuse et d'être dans un environnement prestigieux. Parce que les enjeux sociaux ne sont pas les mêmes. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est un cours qui devait former quelques personnes par an. Le cours de Coursera en forme plusieurs centaines de milliers par an. C'est-à-dire que non seulement c'est un changement de nature, mais c'est aussi un changement d'ampleur. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler d'un phénomène qui est un détail. On est en train de parler d'un phénomène qui bouleverse profondément la façon dont les gens vont acquérir l'enseignement. Alors, Coursera a une valeur de long terme, parce que Coursera collecte des données, et ça c'est la deuxième vague de fonds qui est très intéressante concernant l'ensemble de ces barbares attaquant l'éducation, c'est qu'ils sont en train de remettre en cause, de façon assez simple, la notion même de diplôme et de note. Réfléchissons 2 minutes à qu'est-ce qu'une note. Une note, c'est vous prenez des gens à un instant T, vous les interrogez de façon égale sur un examen commun, et vous essayez de les classer les uns par rapport aux autres. Le gros problème, c'est que quand vous faites ça, vous avez énormément de biais de situation qui sont très compliqués à gérer. Par exemple, je retiens une expérience très personnelle. Quand j'ai passé Sciences Po il y a quelques années en première année, je me suis trompé de train, et j'ai bien fait de me tromper de train parce que les autres sont restés bloqués dans le train. Et cette année-là, 80% d'une salle était bloquée dans un métro, donc ça a été l'année la plus facile pour entrer à Sciences Po de l'histoire, je pense. Ben ça, d'un seul coup, comme vous avez un problème d'égalité face à l'examen, tous les gens qui arrivent en retard, ben vous ne pouvez pas les accepter en salle. C'est un concept que vous connaissez tous très bien. Ben ça, ce genre de problème arrive parce qu'à un moment donné, vous avez besoin de noter les gens sur un point précis. Et vous avez besoin de les comparer en ayant égalisé au maximum leur situation. Si vous rentrez dans un schéma où en permanence, la moindre interaction, le moindre apprentissage, le temps qui est mis pour regarder une vidéo, le temps qui est mis pour apprendre quelque chose est mesuré. Vous avez le contrôle continu parfait, qui fait rêver tout le monde, qui est juste fait passer le monde de notes arbitraires et instantanées à un monde où en permanence les gens sont évalués et comparés par rapport à des éléments qui sont factuels, les données qui sont produites sur ces plateformes. Ce qui change grandement aussi la perception de qui sont les gens qui représentent l'élite de cette industrie et les autres. Et l'exemple en France de ça, et il y a une photo de ça, c'est l'école 42. L'école 42 mérite une visite, d'abord parce qu'elle a un objet de foire en soi. Vous imaginez une école où il n'y a pas vraiment de prof, où il n'y a pas de diplôme, où il n'y a pas d'horaire, où chacun apprend à son rythme, et une école qui est en train de former les gens les mieux payés de leur génération. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez vraiment gagner votre vie, il ne faut pas aller à Wall Street, il faut devenir programmeur. Et la programmation est le Wall Street de notre époque. Donc comment, d'un seul coup, une institution a réussi à créer quelque chose qui est parfaitement adapté à son temps, à son époque, en cassant l'ensemble des codes qui, normalement, sont les ciments et les socles de l'école. 42, on est une incarnation, et c'est en France. Pour une fois qu'on peut être fier d'être à l'avènement de quelque chose mondial. Alors, ça pose une question, c'est la finalité de l'éducation. Pendant très longtemps, l'éducation, c'était mine de rien quelque chose de pas très sérieux, parce que ça concernait que les enfants. Et d'ailleurs, il y a une vidéo fascinante d'Asimov, qui a 40 ans déjà, disait « On va passer d'un monde où l'éducation est quelque chose qu'on fera qu'enfant, à un monde où on devra en permanence s'éduquer, parce que ce sera la seule façon de tenir le rythme. » Et pensez-y, aujourd'hui dans notre monde, tenir le rythme, c'est devenu quelque chose de très dur. Rester pertinent économiquement, c'est très dur. Rester pertinent socialement, c'est très dur. Rester pertinent industriellement, c'est extrêmement compliqué. Et la seule chose que vous pouvez espérer, c'est que les agents qui composent votre société, les sociétés dans lesquelles vous travaillez, soient parfaitement adaptés à ce rythme et à ce changement permanent. Zappos, c'est par exemple un exemple typique de ça, puisque Zappos avait besoin de 2 choses. Ils avaient besoin de personnel extrêmement compétent, parce que c'est un métier compliqué, mais ils ont besoin de personnel extrêmement dédié. Alors qu'est-ce que Zappos? Zappos, c'est le leader de la vente de chaussures en ligne aux États-Unis. C'est une société qui a été rachetée plusieurs milliards par Amazon.
C'est un des géants industriels que la Silicon Valley sait produire. Zappos a complètement changé sa gestion des ressources humaines et s'est rendu compte qu'elle devait changer sa perception des diplômes et de la façon dont les gens étaient interviewés et la façon dont les CV étaient traités. Je pense que Zappos est l'une des premières sociétés à avoir pris conscience que les diplômes ne sont plus un signal suffisant pour savoir si un employé est choisi ou pas. C'est quand même quelque chose de fort. Et aujourd'hui, la majorité des startups, même les plus académiques, sont en train de changer de relation avec ça. Je vais vous donner un exemple. C'est Google et sa gestion des ressources humaines. Pendant très longtemps, pour pouvoir postuler à Google, il fallait avoir un GPA, donc c'est l'équivalent de la note dans les universités américaines moyennes, standard, qui permet de comparer tous les élèves aux États-Unis, supérieur à 4,7 points. Google a supprimé ça parce qu'ils se sont rendus compte que pas mal de gens qui avaient menti sur leur GPA étaient des employés extraordinaires et qu'ils avaient des GPA qui étaient bien inférieurs à 4,7 points. Donc, même des sociétés qui sont... Je pense que Google est quand même l'incarnation de Stanford, l'incarnation de ce système élitiste, ont dû changer d'approche et changer de réalisation par rapport à un fait qui est que dans cette économie, les gagnants d'aujourd'hui ne sont pas les gagnants d'hier. Et que toutes ces institutions ont été créées à un moment donné de l'histoire, l'empire industriel, pour construire une élite qui aujourd'hui est inadaptée à la guerre mondiale que se portent l'ensemble des sociétés technologiques. Alors, il y a quelqu'un qui a été encore plus loin dans cette constatation, c'est Peter Thiel. Alors Peter Thiel, c'est le fondateur d'une société qui s'appelle PayPal, que vous connaissez tous. Il a été le premier chèque de l'histoire de Facebook. Et il a eu une idée récemment, il a une lubie, c'est qu'il pense que la prochaine bulle spéculative est les frais de scolarité à l'université. Pourquoi ? Parce que les frais de scolarité à l'université coûtent de plus en plus cher aux États-Unis. Les gens sont en train de dépenser des sommes folles pour s'éduquer. Ils sont en train de s'endetter sur une vie entière. Et le problème, c'est que le retour sur investissement de ce diplôme n'a jamais été aussi faible. L'histoire qui veut qu'on va à l'école, on prend un diplôme et grâce à ça, on aura un travail incroyable, elle est de moins en moins vraie, et même à la périphérie de l'Empire comme en France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays dans le monde où aujourd'hui le fait d'avoir un diplôme d'une grande école assure une carrière tracée d'avance. Aujourd'hui, les diplômés de grandes écoles sont comme les autres, soumis à une pression économique très forte. Et Peter Thiel dit, il y a un décalage entre l'image que ces jeunes personnes ont de ce que l'université va apporter et la réalité que l'université apporte. Donc, je vais casser ce marché. Il a créé la Thiel Fellowship. Il est un petit peu mégalo, alors il donne son nom à tout. La Thiel Fellowship a pour vocation de donner 100 000 $ à des gens de moins de 21 ans qui décident de ne pas aller à l'université alors qu'ils ont été pris. Donc, ils vont dans les campus de Stanford, de Yale, de Princeton, et ils distribuent des chèques de 100 000 $, et un certain nombre d'entre eux ont une vie extraordinaire. Alors, sur cette photo, je vais juste vous parler d'une personne, cette jeune asiatique-là, qui a une caractéristique, c'est que c'est une Thiel Fellowship qui a quitté, en fait, qui aujourd'hui, je pense, la Thiel Fellowship qui a le plus de succès, qui a quitté l'université du MIT, où elle faisait sa première année, pour fonder un fonds d'investissement qui promet d'augmenter la longévité des gens et de tuer la mort. Ça nous fait rire. Peter Thiel et ses amis y ont investi 1,5 milliard $. Et c'est aujourd'hui l'un des fonds créés par l'une des plus jeunes personnes qui est le mieux dotée capitalistiquement, puisque Laura, elle s'appelle Laura Young, Laura aujourd'hui a levé 1,5 milliard $ et a 21 ans, 22 ans. Et elle est rentrée dans le Thiel Fellowship, elle avait 19 ans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le fait d'avoir un milliardaire du type Peter Thiel dit ces personnes sont parmi les plus brillantes du monde, a plus d'impact dans cette génération et dans cette industrie que n'importe quel diplôme de n'importe quelle université. C'est-à-dire qu'à lui tout seul, il arrive à créer une crédibilité qui fait que ces jeunes gens ont des parcours de carrière et des courbes de carrière extrêmement accélérées. C'est-à-dire que si elle avait fait le MIT, fait son doctorat, elle était rentrée comme junior dans un fonds pour espérer lever un fonds pour sa 40e année, la courbe pour atteindre ce niveau-là aurait été beaucoup plus longue. Et alors c'est là où, en fait, l'éducation pose un problème, c'est que de plus en plus de gens se rendent compte que pour être parmi l'élite mondiale, il faut sortir du système. Et il y a même un mouvement qui porte ce nom, l'unschooling, aux États-Unis, qui commence à faire
énormément d'adeptes, qui consiste à sortir vos enfants volontairement de l'école et les former par un mélange de 3 choses. Des activités sociales très soutenues dans des clubs de sport et des clubs quelconques. Donc vous inscrivez votre enfant à un club par jour pour qu'il ne perde pas le contact avec les autres humains. Parce que quand même, l'école a cette fonction incroyable de nous apprendre la socialisation. Beaucoup de vidéos en ligne et des examens et des certifications à distance. Ce format-là et ce schéma-là est en train de devenir un vrai mouvement. Ce n'est pas anecdotique, ce n'est pas simplement un petit groupe de gens, c'est quelque chose qui est en croissance permanente dans ce monde. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas un avenir pour les institutions? On pense que si, et on pense qu'il est possible de s'allier avec les barbares. Et l'exemple le plus frappant, je pense, est Clever, qui est une start-up de la vallée, qui est sans doute la start-up la plus amicale avec le système scolaire, puisqu'elle explique en fait aux écoles qu'elles ont une infrastructure extraordinaire, les écoles, les profs, tout ce qui constitue la vie scolaire, la vie sociale, le fait de transmettre autre chose que des savoirs. Et elle va permettre aux écoles de pouvoir permettre à n'importe qui de les programmer et de pouvoir offrir des logiciels et des outils aux élèves. Donc ça s'appelle comment? Ça s'appelle une API. Une API, c'est quelque chose qui permet à un programme informatique de parler avec un autre programme informatique. Et Clever se propose en fait de fournir une API universelle pour les écoles. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'une école va pouvoir se plugger à Clever et des milliers de gens à travers le monde vont pouvoir programmer des cours, ils vont pouvoir programmer des types d'enseignement, ils vont pouvoir programmer toutes les choses qu'aujourd'hui l'école a du mal à fournir parce qu'elle est inadaptée dans sa transmission des savoirs. Donc l'idée, c'est d'organiser l'ensemble des savoirs qui sont disponibles dehors, de faire le pont entre ce qui est dehors et le dedans, et de pouvoir notamment développer des choses qu'aujourd'hui l'école ignore, et notamment le développement d'aptitudes. S'il y a une leçon à retenir dans ce changement du monde, c'est qu'on est passé d'une société, surtout la société française, où la théorie du capital humain, c'est-à-dire la théorie qui voudrait que le diplôme qu'on acquiert, on le valorise toute sa vie, à une société de la théorie du signal, qui dit que simplement le diplôme qu'on a acquis montre à peu près le niveau d'abstraction et d'intelligence qu'on peut faire valoir auprès des autres, et que donc toute la vie, on a besoin d'apprendre, et que toute la vie, on a besoin d'être au contact. Et Clever se propose d'être cette infrastructure. Donc est-ce qu'il y a une voie vers l'avenir? Il y a cette fameuse pub là, de 1984 d'Apple. Pour que l'école française ne devienne pas 1984, il va falloir adopter et faire rentrer l'ensemble de ces technologies à l'intérieur de l'école. Et il va falloir arrêter de penser que ces technologies sont un ennemi. On pense à The Family qu'elles ont plein d'opportunités et qu'une modèle approche et un modèle mixte peut être la solution pour qu'on ne soit pas en présence d'une société avec une école à double vitesse. Merci beaucoup.